Mes chers amis, merci beaucoup, monsieur Anthony. Mes chers amis, mes chers amis, lorsque j'avais décidé de me présenter à l'élection pour la présidence de notre famille politique, je m'étais engagé à la transformer en profondeur. Après les divisions qui nous ont tant coûté collectivement et que personne n'a oublié. Je me souviens de l'état dans lequel j'ai trouvé ma famille politique. Cela faisait honte à tant de militants à travers la France. Patiemment, nous avons jeté les bases, tous ensemble, de ce qui est devenu la première formation politique de France. Et nous avons tous ensemble donné tort à ceux qui prédisaient la dislocation de notre mouvement. 18 mois après, nous sommes ensemble, beaucoup plus forts que nous l'étions. Le mérite en revient à chacun d'entre vous. Nous nous sommes rassemblés sur l'essentiel. Nous avons fait l'effort d'apaiser nos tensions internes. Rappelez-vous, on ne faisait pas d'élection puisqu'on se faisait si peu confiance qu'on s'accusait les uns contre les autres. Rappelez-vous, on ne faisait pas de réunion du Conseil national puisque ce n'était pas l'expression de différence, mais que ça donnait le sentiment de clan qui s'opposaient les uns aux autres. Et malgré un contexte, disons-le, cher Thierry Solère, sensible, eh bien jamais notre unité collective ne s'est fissurée. Nous avons créé une nouvelle formation politique dont le nom et les statuts ont été approuvés par nos adhérents. Je me souviens encore, y compris mes propres amis, Nicolas, tiens compte du conservatisme ambiant, ne change pas le nom. Ils sont habitués. Et puis tu as promis de faire une formation démocratique. Ne les fais pas voter. Tu risques d'être battu. Et de fait, innombrables étaient ceux qui étaient contre. À l'arrivée, tous sont maintenant pour. Qui est en désaccord avec cette idée que la République ne peut pas reculer parce que nous sommes les Républicains et que nous n'accepterons pas ces reculs. La survie financière de la première force d'opposition, cher Daniel Fasquelle, était en jeu. Nous avons remboursé une partie importante des dettes du parti et nous avons été de surcroît capables d'autofinancer le coût des primaires sans 1 centime d'emprunt en plus. Et je ne vais pas m'excuser parce que depuis 18 mois, je n'ai pas levé d'argent pour ma prétendue candidature, mais pour la famille politique qui est la nôtre et qui en avait besoin. Et à ma connaissance, cher Thierry, il y a peu des candidats déclarés qui ont apporté leur obol pour le financement de la campagne des primaires. Ce sont les Républicains, collectivement, qui financeront la prochaine campagne des primaires. 5 millions. Nous avons renouvelé par la démocratie interne l'ensemble des instances locales et nationales. Ces multiples élections n'ont, à ma connaissance, donné lieu à quasiment aucune contestation. Nous avons dynamisé notre force militante. Chaque jour, notre famille s'agrandit. Et je suis heureux de vous annoncer, puisque les fichiers devaient être arrêtés au 30 juin, que nous transmettrons à la haute autorité un fichier de 265 000 adhérents à jour de cotisation
Ce qui fait de nous, et de loin, la première formation politique du pays. Nous avons remporté les élections départementales, je me souviens, tous ces observateurs très compétents, tous ces spécialistes de la politique dont le point commun est de ne jamais s'être présenté à une élection et qui disaient « c'est pas moins d'une dizaine de départements qui passeront sous la férule du Front National ». À l'arrivée, il y en a eu 0, parce qu'on était unis et parce que tous, ensemble, nous avons fait campagne. On a gagné les régionales et je veux rendre hommage à nos candidats parce que ce fut une campagne épouvantablement difficile dans un climat, François, d'une violence inouïe puisqu'il y avait eu les barbares qui avaient ravagé ces personnes qui avaient été au Bataclan et les terrasses de Paris. Les élections étaient 15 jours après et malgré tout, il a fallu prendre la décision de continuer à faire des élections parce que sur le territoire de la République, ce n'est pas une bande de barbares qui va nous empêcher de défendre nos idées et d'aller à la rencontre des Français. Oui. L'élection de Xavier Bertrand dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, à l'époque, ce fut une joie pour toute notre famille politique parce que nous ne voulions pas de Marine Le Pen. Christian Estrosi dans le Sud, parce que nous ne voulons pas la fille au Nord et la nièce au Sud. J'ai dit à Philippe ce que j'en pensais, mais je voudrais quand même dire à notre vice-président que Ronald Auvergne, heureusement que tu n'étais pas le meilleur candidat, parce que qu'est-ce que ça aurait été si tu avais été le meilleur? Et je pourrais rajouter Bruno Retailleau et bien sûr Valérie Pécresse qui nous a apporté un succès remarquable en Île-de-France. À l'arrivée, ils sont où les pronostics qui nous réservaient le sort de l'Autriche? On a gagné la quasi-totalité des élections partielles législatives et dans le même temps, j'ai dit un mot de l'Autriche qui peut dire que si nous n'avions pas fait tout ceci, nous ne nous serions pas retrouvés dans la situation des formations de gouvernement de droite comme de gauche en Autriche, qui ont fini à 11%, laissant un deuxième tour grotesque entre le leader d'extrême droite et un écologiste bobo que personne ne connaissait en Autriche, et ce qui aboutit à une élection qui, de surcroît, est annulée. Voilà ce que nous avons évité. Alors, aujourd'hui, nous avons un projet, et moi je veux rendre hommage à Éric Woerth. J'avais apprécié son courage, sa probité. Souviens-toi, François, quand il était au gouvernement à nos côtés et qu'il a été lâchement insulté. Justice lui a été rendue. C'est un honneur d'avoir Éric Woerth comme secrétaire général. Ayons la sagesse de ne pas condamner trop tôt. Éric Woerth, tu as beaucoup souffert. Mais moi, je suis fier d'être ton ami. Et je suis fier que tu aies accepté d'être secrétaire général de notre famille. Je veux y associer Isabelle Le Callennec, parce qu'Isabelle fait partie de ces jeunes et nouveaux talents dont notre famille a besoin. Vous avez voté, l'immense majorité est pour le projet, certains, et c'est parfaitement leur droit, sont contre, mais mes chers amis, réfléchissons, qu'est-ce que serait une formation politique sans un projet? Une machine à donner des investitures? Un club de supporters? Une association de fans? J'ai voulu un parti politique. Et quand on m'a dit « mais les primaires feront l'affaire », non. Il y a un parti politique, il doit avoir un projet collectif qui engage la famille politique qui est la nôtre.
La synthèse, c'est pas facile, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner? On veut rassembler? On veut être cohérent? Alors il faut accepter d'avancer ensemble et non pas séparément, chacun de son côté. Notre famille est aujourd'hui en ordre de marche. Mais je voudrais dire un mot aux adhérents que vous représentez. Vous êtes là parce que vous aimez la France. Parce que vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas ce qu'on appelle des professionnels. Vous pourriez être vos familles. Vous pourriez être à vous occuper de votre travail. Vous pourriez tout simplement vous reposer. Mais vous avez choisi d'être là parce que vous aimez la France. Eh bien, comme on aime la France, comme vous l'aimez, ça mérite le respect. Et je demande le respect pour les adhérents de notre famille politique. C'est grâce à vous qu'on a tenu. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous que demain on peut gagner. Vous respectez, vous considérez, tenir compte, oui, de ce que vous dites et de ce que vous proposez. C'est plus facile d'être sur le trottoir et de parler à quelques journalistes. C'est moins facile d'être au milieu des siens, dans la famille politique qui est la nôtre, pour porter ses idées. Et oui, oui, Laurent, je respecte le choix de François Fillon d'être là, de Nadine Morano d'être là, de Michel Alliot-Marie d'être là, d'Hervé Mariton d'être là, parce que c'est à l'intérieur, quand on a des choses à dire, qu'on les dit, pas à l'extérieur. Chacun avait la possibilité de prendre la parole, chacun. Il n'y a pas de piège. Il y a juste des femmes et des hommes qui aiment leur pays et qui doivent être capables d'entraîner derrière eux une immense armée au service de la France. Alors, oui, mes chers amis, je veux simplement dire deux choses. Comment prétendre à la direction de la France et au redressement de la France si nous n'avions pas, cher Philippe, été capables de redresser notre propre famille politique? Il aurait été beau l'exemple. Il aurait été rassurant notre avantage. On laisse notre formation politique se détruire, se déliter, s'effondrer, mais on dit aux Français, rassurez-vous, ce qu'on n'est même pas capable de faire pour notre famille, on sera capable de le faire pour notre pays. Non, on a redressé notre famille parce qu'on va redresser la France. Voilà, dans cet ordre-là. Et qu'en serait-il, Laurent, de la dénonciation, et je crois pouvoir dire, cher Édouard Balladur, que tous nous l'avons dénoncé, stigmatisé François Hollande parce qu'il divise les Français, et pas être capable de rassembler notre famille, pas être capable de s'écouter, pas être capable de dialoguer, pas être capable de supporter quelqu'un qui a un avis différent sur tel ou tel sujet. Mais c'est notre devoir de rassembler des différences et d'en faire une cohérence. Alors aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons les conséquences désastreuses du mensonge de 2012. La loi El Khomri n'est pour rien. Les Français ont compris depuis longtemps qu'il n'y a rien, qu'au pire, ça ne changerait rien. Ce qui est intéressant, c'est le mensonge. C'est le sentiment d'impuissance. C'est la perte d'autorité. C'est le désordre qui risque de détourner chaque jour davantage les Français de la politique. Car le problème avec François Hollande, c'est qu'il ne peut pas se faire davantage de mal à lui-même. Au niveau où il en est, ça peut guère aller beaucoup, beaucoup plus bas. Mais il peut tous nous entraîner. Il peut tous nous entraîner dans cette faillite qui est la sienne. La France décroche, notre économie ne redémarre pas, et quand François Fillon fixe un objectif de 2%, il est crédible. Parce que je vous rappelle que la dernière année de mon quinquennat, le taux de croissance a été de 2,1%. Quand nous le promettons, c'est que nous avons été capables de le faire. La pression fiscale écrase les ménages, la menace terroriste et la crise migratoire laissent planer des dangers permanents. Les désordres du monde, dont a très bien parlé Pierre Lelouch,
la dislocation du continent européen. Je reviens de Londres. Le Brexit est déjà derrière eux, puisque ce qui les occupe maintenant, c'est l'implosion du Royaume-Uni, et ce n'est pas fini. Notre pays qui s'enfonce dans une forme de chaos. Un jour, c'est la place de la République qui est occupée, avec des ateliers qui sont interdits aux Blancs pour ne pas que des minorités se sentent persécutées. Un autre, c'est donc un hôpital pour enfants qui est attaqué par des pseudo-syndicalistes. Et un troisième, ce sont des zadistes qui provoquent en toute impunité la République en occupant illégalement des dizaines d'hectares. Il est grand temps que tout ceci se termine, parce que ça se termine déjà très mal. La République est provoquée, la République est offensée, la République est humiliée. Nous ne pouvons plus accepter ce spectacle. Alors, je ne reviendrai pas sur le projet qui a été formidablement présenté par Éric, mais qu'il me soit permis d'évoquer 3 sujets politiques. D'abord, ce projet, il est le projet de notre famille politique. Bien sûr, les candidats à la primaire pourront aller plus ou moins loin, cela va de soi. Qu'est-ce qui a d'ailleurs jamais empêché une femme ou un homme politique de dire ce qu'il pense, d'aller plus ou moins loin? Bien sûr, ce projet, on peut considérer qu'il y a, dans les quelques 375 pages, des mesures qui vous plaisent beaucoup, d'autres qui vous plaisent moins, et peut-être même tel ou tel avec lequel on est en désaccord. Mais ce projet est un socle qui témoigne que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Avoir un socle commun n'a jamais signifié qu'on va effacer les nuances, qu'on va refuser les différences. Être d'accord sur un socle, ça n'enlève nullement l'originalité de chacun, mais à l'inverse, dire le contraire, refuser d'avoir un socle, cela signifierait donc que nous n'avons rien en commun. Qui pourrait l'accepter? Et surtout, qui pourrait le comprendre? Quand on était il y a à peine quelques années ensemble au gouvernement, il y en a assez peu qui m'ont dit « Je t'en supplie, je veux sortir du gouvernement, tellement je suis en désaccord avec toi ». Ce qui était vrai hier, ça doit l'être aujourd'hui. Et demain, quand François, l'un des nôtres, l'aura emporté, il y a fort à parier qu'innombrables seront les candidats pour se rassembler derrière ce projet qui les représente si bien, tant d'enthousiasme dans un moment et tant de suspicion dans une autre. Eh bien, moi, j'ai fait un rêve, c'est que demain, plutôt que d'insister continuellement sur nos différences, est-ce que ça ne serait pas bien que nous décidions désormais de mettre en avant nos innombrables convergences? C'est ce qu'attendent les Français. La deuxième remarque que je veux faire, politique, c'est que tous les Français doivent pouvoir se reconnaître dans ce projet. Je l'ai dit ce matin, parlant à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, qui est Serge Dassault. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Ce projet, ce n'est pas un projet pour une catégorie de Français. Ce projet, ce n'est pas le projet de l'un contre l'autre. Ce n'est même pas le projet de l'un sans l'autre. C'est le projet de toute la France. La France dans toutes ses composantes. C'est le projet de millions de Français qui habitent en zone rurale et qui ont droit à ce qu'un plan Marshall mette fin au sentiment d'abandon qu'éprouve la ruralité, qui ne veut pas être rayée de la carte. Nous devons porter un discours de défense de la ruralité, chère Nadine, parce que la ruralité, c'est une partie de l'identité française. Et bien au-delà de nos différences, Hervé, ce combat pour que la ruralité ne disparaisse pas peut être le combat de chacun d'entre nous. Le projet des agriculteurs, je pense une chose vraiment, c'est que si nous ne baissons pas massivement les charges que supportent nos agriculteurs, dans 10 ans, il n'y aura plus de production agricole, cher Christian Jacob, sur le territoire de notre pays. Que ce soit Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, qui vous voulez, le problème de la disparition de notre agriculture est posé à tous et nous ne pouvons plus accepter cette concurrence déloyale. Nous demandons
que si taxe carbone il y a, ce soit une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour que les pays qui ne respectent aucune des règles qu'on veut faire respecter à nos industriels soient taxés avant que leurs produits soient acceptés sur les marchés européens. Le projet de tous les chefs de petites entreprises, les artisans, les commerçants qui se battent contre l'excès de normes, oui, je l'assume, j'ai proposé que nous mettions fin au principe de précaution qui, avec le temps, est devenu un principe d'interdiction et que nous le remplacions par un principe de responsabilité pour, comme Luc Châtel l'a dit, nous réconcilions la France avec le progrès, avec l'innovation, avec la science. On ne va pas retourner à l'époque de la bougie. Il y a quelque chose d'effrayant de voir qu'on exige la fermeture de Fessenheim parce que quelques écologistes transférés de l'extrême gauche voudraient que la France refuse par principe tout progrès. Bien sûr que c'est le projet qui est le nôtre. C'est le projet des acteurs du numérique que j'ai rencontré avec Éric Woerth encore avant-hier à Londres et qui partent à Londres. Ils me l'ont expliqué. Pourquoi? Parce qu'à Londres, on peut lever des capitaux qu'on ne trouve pas à Paris. Parce que nous sommes le pays le plus bancarisé d'Europe et que des entrepreneurs les plus efficaces ne peuvent pas trouver les investissements qu'ils trouvent à 30 km de les côtes françaises parce qu'ils sont à Londres. Alors au moins profitons de l'opportunité de la sortie des Anglais pour faire de Paris la première place financière et la première place d'investissement du monde. C'est le projet de tous ceux, me semble-t-il, qui, quelle que soit leur origine, chère Rachida, veulent que la France renoue avec l'autorité, avec la laïcité, avec ces valeurs qui font la République. C'est le projet de millions de Français qui sont frappés par le chômage et qui seront les premiers bénéficiaires de l'exonération totale des charges au niveau du SMIC que nous proposons. On ne va pas continuer à être les champions d'Europe du chômage. 6 millions de chômeurs. C'est une bombe qui va nous exploser dessus. C'est une bombe à fragmentation. Il faut bien faire quelque chose. Et donc on n'attendra pas que les économies produisent leurs résultats pour faire une baisse massive de charges au niveau du SMIC, pour qu'à toute force ceux qui sont aujourd'hui à l'extérieur de l'emploi puissent trouver un emploi. C'est un projet pour le monde de la culture. Non, Monsieur Hollande, le monde de la culture français n'attend pas qu'on les flatte. Il attend un gouvernement qu'il porte la culture française, qu'il défende la création française et qu'il valorise la langue française, plutôt que donner le sentiment de l'abandonner. Ce projet-là doit parler à tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, Hervé. On doit mettre les chefs d'entreprise et les entreprises au cœur de notre projet. Mais les salariés ne doivent pas se sentir exclus. Mais les ouvriers que nous avions récupérés parce que nous avions eu le courage de faire les heures supplémentaires défiscalisées contre toute l'administration de Bercy qui n'en voulait pas, eux, ils attendent aussi de nous. On ne va pas les laisser tomber. Eux, ils ont aussi le droit d'avoir une formation politique qui parle pour eux. La gauche a abandonné le peuple parce que la gauche n'aime plus le peuple, parce que la gauche pense que le peuple est sécuritaire. Donc la gauche s'est trouvée une minorité opprimée justement par le communautarisme. Eh bien nous devons parler à tous les Français. Et c'est ça la magie du projet qui est le nôtre. Alors au fond, notre projet, c'est le projet du peuple de France, parce que le mérite, c'est une valeur du peuple de France. Parce que le travail, c'est une valeur du peuple de France. Parce que l'effort, c'est une valeur du peuple de France. Parce que l'autorité, c'est une valeur du peuple de France. Alors j'entends ceux qui me disent « Oui, la rente, un peu de mépris. Moi, je pense que le mot héritage est un des plus beaux mots de la langue française, parce que ça prouve qu'on vient de quelque part, qu'on a des racines, qu'avant soi, ses parents et ses grands-parents, ils ont travaillé dur. Et on ne va quand même pas s'excuser qu'ils vous aient laissé quelque chose. La propriété, ce n'est pas du vol. Et qu'on gagne plus quand on prend plus de risques que les autres. C'est normal. Et c'est aussi parce que j'ai voulu que nous parlions aux Français les plus modestes que nous avons refusé d'inscrire dans notre projet l'augmentation de la TVA, parce que j'estime qu'après 4 années de frénésie fiscale, nous devons entendre la colère fiscale des Français. Et que nous, les Républicains, nous ne pouvons pas dire « nous dénonçons les 50 milliards d'augmentation d'impôts
de M. Hollande, mais à notre tour, lorsque nous arriverons, au lieu de baisser les impôts, on les augmentera. Mes chers amis, ce projet est en rupture avec l'idéologie socialiste et avec la pensée unique. Tout à l'heure, ce matin, avec Jean-François Copé, et j'aime bien, moi, quand on échange, quand on discute, quand on argumente, en tout cas quand je suis là. Il y a un débat entre nous, et ce n'est pas un débat médiocre. Il y a ceux dont je suis qui pensent qu'une alternance sans baisse des impôts ne serait pas une alternance. Et il y en a d'autres, c'est leur droit, qui pensent qu'il faut attendre que les baisses de dépenses produisent des recettes pour qu'après on baisse les impôts. Eh bien, si on attend cela, on sera mort avant que d'être guéri. Ou plutôt, on sera mort guéri. La réduction des dépenses tout de suite et la baisse des impôts tout de suite. La pensée unique. Ce projet est en rupture avec la pensée unique. C'est celle qui s'accroche à des mots qui ne veulent plus rien dire. Le mot intégration ne signifie plus rien, tant il a été rebattu, quand on a ressassé les oreilles de chacun avec l'intégration. Si c'est nous l'alternance, nous ne voulons pas de l'intégration, nous voulons de l'assimilation. Celui qui arrive, s'il veut devenir français, il parle français, il adopte le mode de vie français, il est fier d'être français, et à l'école, on n'apprend pas l'histoire de ses parents, du pays d'origine de ses parents, mais l'histoire du pays qui vient de l'adopter, l'histoire de France, et pas une autre histoire. C'est ça qu'on veut. Je vois que maintenant, je me souviens, la première fois que j'avais utilisé l'expression « les racines chrétiennes », c'était chez Jean-Pierre Raffarin. On était, je crois, pas loin de Poitiers, et à l'époque, ça avait fait un grand scandale. Je vois que maintenant, ça fait un grand consensus. Eh bien, je m'en réjouis, mais les racines chrétiennes qui sont les nôtres, c'est parce que nous sommes des humanistes. Et c'est ce qui fait la grande différence entre nous et le Front National. Moi, je suis pour le contrôle de l'immigration. Et j'ai dit la semaine dernière à Mme Merkel qu'on ne peut plus continuer à accepter tous ceux qui fuient à cause de la famine, de la guerre, de la désespérance, l'Afrique, parce qu'on va faire exploser notre pacte social. Mais je n'accepte pas la façon dont Mme Le Pen parle de ces gens, parce que ce sont des êtres humains. Et quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur histoire, ce sont en matière d'humanité des frères par rapport à nous. On ne peut pas être humaniste et les traiter comme des statistiques. Ferme et humain. Ferme parce que nous sommes responsables. Humain parce que nous sommes les héritiers d'une pensée chrétienne. La pensée unique sur l'Europe, oh là là, qu'est-ce qu'on en entend là? On est servi. Dans notre famille, il y a toujours eu des souverainistes. Toujours, Philippe. Eh bien, pour moi, les souverainistes, c'est des amis avec qui je peux parfaitement m'entendre. Il y a même eu dans les gouvernements que nous avons constitués des gens qui étaient souverainistes. Et je ne les place pas ni au-dessus ni en dessous intellectuellement des eurolâtres. Je comprends parfaitement qu'on aime l'Europe. Moi-même, mon idéal européen est inscrit dans mes gènes. Mais faire la synthèse entre les deux, cela veut dire qu'on ne peut pas considérer que 74% de Britanniques qui prennent la parole, que 17 millions de Britanniques qui disent non, c'est une anecdote. On ne peut quand même pas considérer qu'en 2005, on l'a déjà oublié, les Français se prononcent contre l'Europe à combien de pourcents? 55%. Et je crois que c'est Nadine ce matin qui a dit « si le référendum avait eu lieu dans un autre pays, qui pourrait dire qu'il n'y aurait pas eu le même résultat ?» Y compris, mes chers amis, en Allemagne, où l'inquiétude est beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Nous devons quand même tenir compte de cela. On ne peut pas s'en tenir simplement à cette idée que l'Europe, c'est notre projet et que tous ceux qui ne le comprennent pas ne comprennent rien. J'ai dit ce matin, le problème, ce n'est pas le référendum. Ah oui, c'est un problème, le référendum, parce que la réponse du peuple ne correspond pas à ce qu'on aurait souhaité. Nous sommes les Républicains. Donc il faut bien faire la synthèse de cette inquiétude et profiter de cette crise pour redresser l'Europe et pour la refonder. La dernière réunion de notre bureau politique,
À l'unanimité, nous avons voté un texte qui nous a rassemblés, de toi, Philippe Richert, et la tradition qui était la tienne, aux plus souverainistes d'entre nous. Où est le mal à faire ça? Est-ce qu'on peut se rassembler sans s'affadir? Est-ce que le compromis, c'est forcément un affadissement? Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut garder la cohérence en entendant les discours des deux côtés. Et quand on est fort, on peut tenir le rassemblement d'une famille complexe à diriger. Elle est complexe parce qu'elle est grande, elle est complexe parce qu'elle est large. Mais si on n'est pas capable de diriger cette famille politique, alors comment seront-on capables de diriger la France et ses 66 millions d'habitants? Enfin, j'entends ce qu'on me dit sur il faudra le faire. À l'époque, quand j'étais président, que François était Premier ministre et que d'autres étaient ministres, ceux qui étaient au Parlement expliquaient que c'était la coproduction législative. Donc à l'époque, on était en coproduction, maintenant, je suis le seul producteur, si j'ai bien compris. À l'époque, ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Et maintenant, j'ai dû être tout seul. Vous savez, mes chers amis, en 5 ans, et ça n'a pas été facile, on n'a jamais reculé. Jamais reculé devant la rue. Et on a pu le faire sans violence. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aller le débat. Et je pense que quand on est fort, on n'utilise pas le 49.3. Je sais parfaitement que le 49.3 fait partie de la Ve République. Mais c'était une autre époque. L'époque a changé. On n'est plus à l'époque de Mme Thatcher, on n'est plus à l'époque de M. Reagan, on n'est même plus en 1958. On est à l'époque du numérique, des réseaux, de l'actualité incessante. On est à l'époque de la pression continue. Mais moi, je crois que dans cette époque, des méthodes artificielles pour bloquer, pour empêcher le débat, c'est des preuves de faiblesse. Lorsque nous avons fait la réforme des retraites, souviens-toi, nombreuses étaient les pressions qui me demandaient de mettre le 49.3. J'ai dit non, on va laisser la majorité débattre. Et la majorité va débattre avec l'opposition. Et on a débattu, souviens-toi Éric, ça a duré des jours et des jours, des nuits et des nuits. Oui, mais à l'arrivée, le débat qui a lieu au Parlement, c'est de la violence que vous n'avez pas dans la rue. Monsieur Hollande a eu tort sur tout, il aurait dû laisser le Parlement débattre et il aurait dû interdire la violence dans la rue. C'est le contraire que nous avons fait. Alors voilà. Pour terminer, je voudrais vous dire un mot de l'avenir proche. Parce que les mois qui viennent vont être d'une grande importance pour notre famille politique et encore plus pour la France. À partir du mois de septembre, cher Thierry, les primaires vont commencer. Il faut que je m'explique sur le pourquoi j'ai voulu demeurer à la tête de notre mouvement. J'ai voulu rester à la tête de notre mouvement jusqu'à ce que les primaires commencent. Qu'aurait-on dit, mes chers amis, qu'aurait-on dit si en plein Brexit, dans une situation de crise majeure pour l'Europe, il n'y avait eu à la tête de notre famille politique qu'une direction provisoire, quelles que soient ses qualités, pas une direction élue, une direction provisoire, ou même pas de direction. Qu'aurait-on dit s'il y a quelques semaines, devant le spectacle insensé des violences qui enflammaient les rues de nos différentes villes, les Républicains avaient été inaudibles alors qu'il fallait fixer une ligne et incarner une alternative? Qu'aurait-on pensé d'un président des Républicains élu démocratiquement pour 5 ans, qui quitte la présidence sans se préoccuper du projet de sa famille politique, sans se préoccuper des investitures pour les législatives qui auront lieu dans à peine 1 an, au seul prétexte qu'il se dépêchait d'être candidat aux primaires, qui ne manquait pas par ailleurs de candidats? Qu'aurait-on pensé de moi? Qu'aurait-on dit? On aurait dit que je laissais M. Hollande sans un chef de l'opposition crédible pour lui apporter la contradiction. Et qui aurait invité M. Hollande pour discuter avec lui des conséquences du Brexit ou de ce qu'il fallait faire quand le Paris était sous l'emprise des terroristes? Il aurait choisi lui-même celles et ceux d'entre nous qui devaient représenter la famille
avec le vice et la perversité qui est la sienne. Un jour, il invitait l'un, un jour, il invitait l'autre pour jouer avec nous, comme un chat joue avec une souris. Je ne l'ai pas voulu, parce que vous m'avez porté à la présidence du mouvement qui est le nôtre, et que j'ai bien l'intention de terminer le travail qui est le mien. Voilà ce que je pense de la responsabilité d'un responsable politique. J'ajoute que je vois beaucoup d'avantages, au fond, à ce qu'on m'appelle acquitter ses responsabilités. Ça veut donc dire que le siège est plus rembourré que je ne le pensais, parce qu'il fut un temps où bien peu de gens voulaient s'asseoir à cette place et assumer les responsabilités qui étaient les miennes. Après tout, tant mieux. Ça prouve que les Républicains sont devenus forts. Et ça prouve qu'être président des Républicains, c'est un avantage. Eh bien, je vous en remercie, parce que c'est vous qui avez fait que la présidence des Républicains soit un avantage, parce que jusqu'à présent, ça avait été un désavantage. Ça prouve qu'on est passé de la faiblesse à la force, et finalement, c'est la meilleure nouvelle pour notre famille politique. Alors, cette primaire, ça sera le temps de la concurrence. Et de la concurrence entre de fortes personnalités, entre des talents incontestables. Cette concurrence, mes chers amis, personne ne doit la redouter, personne, parce qu'elle est la force de notre famille. Moi, j'aime l'idée d'une famille politique où il y a des talents qui ont le courage de se mettre en danger et en concurrence pour assumer le leadership d'une famille politique. Cette famille est vivante. Cette famille est talentueuse. Cette famille regorge de talent. Tant mieux. On ne va pas s'en excuser. Et je vais vous dire une chose, vous le prendrez, j'espère, très bien. Il ne suffit pas d'avoir moins de talent pour avoir moins de concurrence. J'en connais tellement des formations politiques où il y a de la concurrence et pas de talent. Alors, dans cette primaire, chacun devra donner le meilleur de lui-même. Les Français choisiront, leur choix sera le bon. Je mets juste une limite à cette concurrence. Et je vais vous parler très sérieusement de cette limite. La limite, c'est l'unité de notre famille politique. Donner le meilleur de soi-même. Donner le maximum. Je sais faire. Et je suis sûr que d'autres sauront faire. Mais quand la droite va au combat, elle doit se battre sur deux fronts. Le front de la gauche et le front de l'extrême droite. C'est pour ça qu'il est inacceptable que nous nous attaquions entre nous. Il y a suffisamment à dire à gauche et au Front national pour qu'on n'accepte pas les attaques entre nous. Elles sont inacceptables. Inacceptables. Et mon conseil, c'est que vous fassiez de l'attitude de chacun un critère de choix. On n'a pas besoin de faire de la publicité pour soi-même en attaquant les membres de sa famille. On peut faire de la publicité pour soi-même en développant l'originalité de son projet, l'originalité de sa personne, pas en attaquant les autres. Parce que ça va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. 3 mois, c'est une éternité dans la vie politique qui est la nôtre. Enfin, il y avait tous ceux qui s'interrogeaient sur le sens que pouvait bien avoir pour moi, y compris mes amis, d'avoir été président de la République, puis d'être redevenu président de notre famille. Eh bien, moi, je veux vous dire que j'ai profondément aimé diriger notre mouvement. Et vous savez, un certain nombre de ceux qui sont ici au premier rang, n'est-ce pas, Édouard? Vous étiez à mes côtés en 2007 aussi, François, quand j'ai été élu président de la République. Je peux en parler parce qu'à ma connaissance, je suis le seul parmi nous qui a eu cet honneur. J'ai été bouleversé, moi, que les Français me choisissent. Ça restera l'honneur de ma vie. J'avais dit à la Mutualité, après la défaite de 2012, que jamais j'aurais assez de temps pour remercier les Français de cet honneur.
ceux qui avaient voté pour moi, mais ceux qui n'avaient pas voté pour moi, mais qui m'avaient laissé, en quelque sorte, gouverner, sans violence et sans drame. Mais je suis quelqu'un de particulier, voyez-vous. C'était un grand honneur, mais quand vous m'avez choisi pour être président de la famille, je ne mets pas cet honneur sur le même plan, mais ça m'a touché. Qu'il y ait tant de gens qui fassent confiance, qu'il y ait tant de gens qui aient des sentiments, qu'il y ait tant d'amis, malgré ce que disait la presse, malgré les polémiques, malgré les attaques incessantes, qui fassent confiance, que le lien, qui est la chose la plus précieuse au monde, le lien qui peut se détendre, puis qui peut se retendre, que ce lien-là ait résisté à tout, ça m'a bouleversé. J'ai été fier d'être président de la République, mais président des Républicains, dans la période qu'on a connue, croyez-moi, c'est aussi une fierté pour moi. Alors, quoi qu'il arrive dans les semaines qui viennent, ce Conseil national, eh bien, ça sera mon dernier en tant que président des Républicains. Le dernier. Et c'est donc la dernière fois que je peux vous dire merci. Je vais vous dire une chose. N'oubliez ni l'impératif de l'unité, ni l'impératif de la France. Mais moi, dans cette salle, ici, je peux regarder tous ceux qui sont là. J'ai tant de souvenirs avec vous. Vous êtes tous mes amis. Et jamais je n'oublierai ce lien de l'amitié entre vous et moi. Jamais. Vive la République, vive la France et vive les Républicains.